RCF. La Librairie des Ondes, un magazine proposé par Marie-Ève Stéven. Bonjour Thierry Wertz. Bonjour. Je suis très intéressée par votre présence ici, dans cette librairie des ondes, car nous allons parler d'un monde rêvé. Mais avant de parler de ce monde rêvé d'une personne que vous avez nommée Alva Teimosa, je voudrais parler de votre monde, à vous, de magistrat. Parce que comment de la magistrature on en vient à l'écriture? Est-ce que c'est parce que vous rencontrez une humanité qui vous interpelle, qui vous intrigue, avec qui vous avez de l'empathie aussi? Oui, certainement. Il y a de ça. Tout a débuté il y a déjà une dizaine d'années, où j'ai commencé à écrire des petites histoires. Donc j'ai eu l'idée de mettre sur papier, au fond de faire un peu des photos polaroïdes, mais en mots, de petites scènes qui me revenaient. Malgré tout, donc dans tout ce parcours professionnel, puisque j'ai commencé en 1992, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Et donc, j'avais déjà, après une vingtaine d'années, beaucoup d'images en tête. Et très spontanément, des petites histoires me sont revenues. Et donc, je commençais à griffonner quelques petites idées, avec cette idée vraiment de saisir un instant présent. Et donc, ça a été mon premier livre. Ça s'appelait Fort intérieur. Et c'était une façon de s'exprimer aussi à la première personne, en jeu. La manière dont j'ai traversé un certain nombre de scènes de vie au palais, mais pas seulement au palais, puisque j'alternais entre la Belgique, le palais de justice, et des missions faites à l'étranger, puisque à cette époque-là, je faisais pas mal de missions à l'étranger, notamment dans le domaine du droit international humanitaire, donc le droit de la guerre, etc. Donc ça m'a amené à aller en Afghanistan, au Liban, au Mali, dans toute une série de pays en guerre, et de voir toute une série de choses. Donc il y a eu certainement une envie de témoigner un petit peu d'aspects beaucoup moins connus du métier. C'est assez amusant d'ailleurs que même des très proches ont été très touchés, très surpris en lisant ce premier livre, en disant « Ah bon, c'est ça que tu fais ?» S'ils ne savaient pas du tout ce que je faisais en fait. Oui, c'était très surprenant de votre part. Et c'était votre monde secret. Voilà. C'était votre monde secret. C'était pas votre monde rêvé, mais votre monde secret. Voilà, mon quotidien, mais très peu connu, effectivement. Alors, dans ce livre, dans ce récit très court, très sobre, très japonais, je dirais, vous savez, dans le sens des poèmes très courts et en même temps très visuels de ce que font les Japonais, on rencontre un univers à partir du palais de justice, puisque le personnage principal est une greffière. On est vraiment dans le monde du palais de justice. Et le deuxième personnage est une juge. C'est un récit très axé sur la femme, sur les femmes. Et est-ce que c'est à partir de faits réels, à partir de personnages que vous avez connus, ou bien c'est totalement imaginaire? C'est un mélange un peu de tout. Ça reste quand même imaginaire, hein. Mais c'est vrai que dans la plupart dans tous mes récits finalement, c'est surtout des femmes qui apparaissent. Donc c'est mon troisième livre. Le premier, c'était des petites scènes comme je vous ai dit. Fort intérieur. Mais on m'avait fait remarquer que sur la vingtaine de petites scènes, il y avait pratiquement tout le temps des petites filles qui apparaissaient. Bon, il faut savoir que j'ai 2 filles, donc peut-être qu'il y avait un lien là subliminal. Et donc voilà, je racontais des petites filles croisées comme ça dans toutes sortes de situations. Et ça a été au fond la même chose pour mon premier roman, où je partais d'une scène du tribunal de la jeunesse entre une petite fille de 12 ans et la rencontre avec son papa à l'audience. Et donc j'imaginais ce qu'ils allaient devenir pendant les 12-13 ans qui suivent cette scène-là. Cette scène-là d'ailleurs où on comprenait que le père était en prison. Et donc voilà, va-t-il rester en prison? Pourquoi est-il en prison? Tout ça apparaissait. Et donc ici, on est de nouveau finalement en présence tribunal avec de la jeunesse. tribunal de la jeunesse, et de nouveau effectivement
deux personnages principaux qui sont féminins. Oui, et très ancré sur la famille, sur les Oui, familles qui posent problème. oui. Parce qu'en fait, il y a 3 entités qui font ce récit. Il y a la greffière, il y a la juge et il y a une famille qui est dépossédée de ses enfants parce qu'elle n'est pas en mesure de les éduquer. Exactement, je trouvais intéressant et tout est parti d'ailleurs de cette famille. Pour répondre d'ailleurs à la question précédente, il y a une part de vrai qui part de là, c'est-à-dire que il y a des années, hein, parce que moi je ne travaille plus dans le domaine de la protection de la jeunesse depuis très très longtemps, mais j'ai fait ça en début de carrière, et j'étais frappé puisque tous les matins, quand j'arrivais au palais, il y avait un homme qui attendait à l'accueil et qui s'adressait à l'accueil pour venir récupérer ses enfants. Et donc ça apparaît, hein, ce clin. Tous les jours, Tous ou les tous jours. les mois, ou en tout cas régulièrement. Quasiment tous les jours. Et donc ça, je pars un petit peu de cette scène dans ce livre-ci, parce que ça m'a interpellé. Comment est-ce qu'on peut, comme ça, en arriver à tous les jours venir? Et c'est vrai que cette famille, dont j'ai eu à m'occuper en tant que magistrat, à un moment donné, tant le papa que la maman sont tous les deux fortement handicapés mentaux. Et donc, il y a toute une série, évidemment, de difficultés par rapport à ça dans l'éducation au quotidien des enfants. Si bien que, à chaque fois qu'ils avaient un enfant, il y avait un certain nombre de mesures de protection qui étaient mises en place. Et c'est vrai que ces enfants étaient placés dans des pouponnières, dans des maisons, des familles d'accueil, etc. Et donc, comme les enfants étaient placés, ils avaient à chaque fois une idée toute simple, c'est-à-dire en refaire un autre. Et cette fois, garder cet enfant. Si bien qu'on en arrivait à 6 enfants, 7 enfants, etc. Et donc, à chaque fois, évidemment, ils étaient dépossédés, malheureusement, de leur enfant, bien que tous des contacts étaient maintenus, bien sûr, hein, mais disons qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper au quotidien. Et donc, je me suis dit, ça c'est intéressant, ce désir extraordinaire d'enfant, qui est, Mais c'est un récit basé sur le désir d'enfant. voilà, qui est tout à fait naturel, quelque part. Hein. Donc, cette famille avait ce désir d'enfant, avait des enfants facilement, et donc voulait les garder. Et j'ai mis ça un peu en parallèle, en opposition finalement, avec un terrible désir d'enfant de cette juge qui ne parvient pas à avoir d'enfant. C'est une femme seule C'est une femme seule. qui voit son âge avancer. Voilà, exactement. Elle approche de la quarantaine. Et l'autre personnage, qui est la greffière, est plus âgée. Elle est plutôt une célibataire, on va dire, endurcie, mais même une solitaire endurcie. C'est-à-dire que Oui, très littéraire aussi. Elle elle est adore très les mots. littéraire, voilà, et elle reste dans son monde, dans sa bulle, et elle n'a absolument pas envie elle n'a jamais eu envie d'avoir d'enfant. Et il y a une rencontre entre ces 2 femmes qui est importante. Il y a une rencontre professionnelle d'abord entre ces 2 femmes, et ensuite va se nouer une autre relation, avec cette ambivalence évidemment d'une femme qui ne veut absolument pas d'enfant, une autre qui veut absolument à tout prix un enfant. Comment est-ce que ça va se passer entre Et les là, deux? il y a, d'une façon très floue, parce qu'elle est suggérée, une certaine intimité entre ces femmes. Voilà, exactement. Et cette femme, Alva, la juge, est totalement différente et on en sait peu de choses finalement. Oui, On sait, alors ça, et on sait très peu de choses de vos personnages. C'est vraiment oui. l'instant. On les prend dans un Oui. instant. Là, le maintenant, ici et maintenant. Exactement, et c'était un peu le cas aussi dans le précédent. Ce que j'aime faire, c'est donc, vous l'avez dit, ce sont des textes très courts, et j'aime finalement laisser la place au lecteur. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en tant que lecteur. Je n'aime pas quand, par exemple, sur 600 pages, on nous décrit tout, l'habillement, tout, la couleur sur les murs, etc. C'est une question de goût, parce que c'est évidemment très, très, très fort de parvenir à faire ça. Mais mon parti pris n'est pas celui-là, c'est plutôt de suggérer des choses, et il faut beaucoup, effectivement, compléter entre les lignes. Et chaque lecteur peut créer un monde sur base de ce que je suggère, quelque part. Et vous aimez employer la première personne dans vos récits, dans vos romans. Oui, Et cette personne, c'est la greffière. oui. Depuis une semaine, Alva était ailleurs. Elle semblait fuir mon regard, happée par une épaisse chemise cartonnée dont elle tournait les pages telle une automate, hésitante. Revenant souvent en arrière, ça sonnait faux.
Son visage fermé n'exprimait que tristesse. Je le voyais, je le ressentais, mais je n'osais pas interrompre ce profond silence. Alva portait le poids d'un monde imaginé. Après tant de patience, elle y était enfin arrivée. Elle imaginait sa voix, ressentait sa présence, touchait la peau de ce petit être à venir au travers de la sienne. Puis, sans prévenir, la déjà-vie s'en était allée sur la pointe des pieds. C'est dans la place un grand vide, celui des souvenirs non encore vécus. Ce qui existait il y a peu n'était déjà plus que manque, néant. Demain ne serait plus jamais pareil. Alva pleurait sa vie rêvée. Je voulais tant la prendre dans mes bras, lui murmurer que ça irait. Alors, cet extrait-là s'inscrit déjà dans un récit qui est très loin, arrivé très loin. Est-ce que vous voulez déflorer un petit peu et le commenter, c'est-à-dire dire à quel moment du rêve d'Elva ce récit arrive, cette page arrive? On comprend évidemment de la lecture que ça fait longtemps qu'elle souhaite un enfant et qu'il y est arrivé. On ne sait pas comment, ça. Voilà, ça vous ne le dites pas. Non. Et donc effectivement, elle était enceinte et à un moment donné, elle perd son enfant. Donc, Ça, on peut très bien en comprendre. faisant une fausse couche. Mais Voilà. donc, c'est évidemment extrêmement dramatique pour toute femme, mais pour elle, encore plus quelque Ça part. l'est encore plus parce qu'elle perd peut-être sa dernière chance d'en Voilà. avoir. Vu l'extrême difficulté, elle n'y croyait plus. Et puis finalement, voilà, c'est évidemment tout à fait dramatique. Et ça va entraîner, c'est assez charnière dans l'histoire, puisque il va y avoir Une rencontre avec... quelque chose de tout... On peut le dire, parce que de toute façon, même les mots que l'on commente ne sont pas ceux du récit, parce que dans ce récit, on y pénètre par le style aussi, parce que vous avez un style très singulier, vous avez l'absence de ponctuation, vous avez aussi la disposition des mots, comme une espèce de litanie, de poème. Et donc, on rentre dans ce récit par des circuits très différents que dans les autres romans. Donc, même si on le commente un peu, si on raconte un peu ce qui se passe, c'est vraiment pas grave. Oui, non. Il y a la rencontre d'Alva avec cette famille dont vous parliez, évidemment. C'est ça. Et donc, il y a un basculement, puisque elle va, je ne vais pas dire dans son délire, mais dans son obsession. Voilà. L'obsession devient tellement importante qu'elle perd un peu pied avec la réalité. Et alors, elle va échafauder des scénarios, enfin des idées absolument folles, mais réalisables. Mais en fait. tout à fait réalisables. Tout à fait réalisables. Et donc, elle va se lancer, effectivement. Alors ça, je vais pas dire, mais elle va se lancer dans un projet tout à fait fou, en lien avec cette famille, effectivement. Il y aura un pacte entre eux. Voilà. Si l'auditeur ne comprend pas, alors là, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Oui, voilà. Alors, comment travaillez-vous? Est-ce que vous avez déjà les voix dans votre tête avant d'écrire? Eh bien oui, tout à fait. Donc en fait, je n'ai pas beaucoup le temps d'écrire pour le moment, puisque je passe en fait toutes mes journées à écrire des arrêts, des jugements, donc au niveau de la cour d'appel. Donc j'écris toute la journée, mais des choses beaucoup moins amusantes. Et donc, j'ai peu le temps, si bien que je me retire, comme j'ai toujours, 1 semaine par an, c'est tout. À l'étranger ou ces derniers temps en Belgique quelque part, un peu coupé de tout, et là de très tôt le matin à assez tard le soir, j'écris. Et donc pendant toute l'année, je n'écris pas, mais j'écris dans ma tête en fait. Et c'est pour ça que j'entends effectivement déjà des voix, des personnages, j'imagine des choses, et c'est très rare que je note une idée ou l'autre. Et puis donc petit à petit, il y a un scénario qui se développe, il y a des choses qui se passent dans ma tête, si bien que pendant la semaine d'écriture, ça vient très facilement. Et donc, pour arriver à un livre, il me faut 3 semaines d'écriture, donc c'est-à-dire 3 ans finalement.
Oui, mais c'est pas beaucoup, 3 semaines, c'est incroyable. Alors que c'est très court, mais c'est quand même 3 ans, Mais c'est puisqu'il y a 3 semaines durant lesquelles j'écris, oui, il y a une j'écris. gestation Et très puis, longue. je travaille. Alors ça, des forts intérieurs, je le disais souvent en interview, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs que j'ai envie de faire et que je ferai quand j'aurai le temps plus tard, c'est de la sculpture. Et donc, je dis toujours, je fais un peu de la sculpture finalement, mais avec des mots. Et donc, j'élague, j'enlève un maximum. Vous avez fait allusion au style et à la présentation même. C'est très épuré. Et donc, j'enlève vraiment ce qui n'est pas pour moi nécessaire, indispensable, utile, euh, beau. Et donc, j'enlève beaucoup. Et ça, ce travail-là, je fais, c'est vrai, un petit peu à différents moments pendant l'année. Hein. Donc, mais c'est vraiment le gros jet d'écriture brute, on va dire, que je fais pendant une semaine. Et puis tout le reste du temps, c'est du fignolage. En fait. Votre héroïne, la femme qui est obsédée par le désir d'enfant, Alva Teimosa, elle n'a pas n'importe quel nom ni n'importe quel prénom non plus. Non. Ça, c'est vrai que j'aime toujours faire des petits clins d'œil. Oui, parce qu'il faut le transposer dans une autre langue. Voilà, il faut un peu chercher. Et mais... oui, c'est pas. Mais à la fois le prénom et le nom, il y a un petit clin d'œil, oui. Oui, Donc Alva, c'est celle qui donne la vie. voilà. Et alors Teimosa, c'est têtu en portugais. Oui. Et donc elle est têtue et à vouloir donner la vie. Elle est entêtée, elle poursuit une obsession Voilà. de toute une vie. Mais surtout, ça sonnait bien, je trouve ça. Alors, je voudrais aussi qu'on parle un peu de l'édition où vous avez, c'est votre deuxième roman qui est édité, Oui, c'est une édition française oui. qui privilégie les récits singuliers, je dirais. Les écrivains qui sont peut-être marginaux, mais qui apportent quelque chose de nouveau à la langue ou bien au scénario, à la narration. Mhm. Oui, alors ils ont 2 collections. Enfin, essentiellement, il y a d'autres collections, plus des photos ou autre chose. Mais il y a 2 collections. Il y a ce qu'ils appellent la grande collection en format et puis la petite. Et j'ai publié dans les 2. La grande, c'est plus des romans écrits de manière plus classique pour un roman. Et alors la petite, et ça je trouve ça vraiment intéressant et très précieux parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres éditeurs qui fassent ça. Quand on voit tout ce qui a été publié dans cette collection-là, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est chaque fois des écritures très singulières, effectivement. Alors, c'est pas forcément des romans. C'est souvent ce qu'ils appellent même un texte. Ça n'a pas d'autre nom. Ce sont des ovnis un peu littéraires. Et je trouve ça vraiment fort intéressant, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une forme de ligne, je trouve, de ligne rouge entre les différents auteurs. C'est-à-dire que on est amené à se rencontrer, donc on se connaît, on se lit les uns les autres. C'est fabuleux, ça. Et donc ça forme un peu une grande famille, c'est vrai. Alors on n'est pas très nombreux, hein. C'est une maison d'édition relativement récente, hein. Il y a quelques années, même s'ils publient quand même pas mal, mais je pense on doit être quoi, 25, 30 maximum pour le moment. Et donc on se connaît vraiment pour la plupart. Et donc, c'est vraiment limité aux écrivains contemporains, aux écrivains qui écrivent dans le présent. Oui, il y a quelques rééditions d'auteurs décédés, plus dans la région, donc Provence, Alpes, Côte d'Azur, etc. Et la Corse, donc, qui est vraiment leur zone principale où ils sont installés. Et donc, il y a des auteurs typiques, je dirais, de cette région-là qui sont décédés il y a parfois fort longtemps et qui sont réédités. Mais sinon, effectivement, tous les autres sont contemporains et on se voit. Et alors, ils viennent en Belgique à des salons, on se voit. Quand je vais en France aussi, enfin, on se voit. C'est une émulation aussi. Ah oui, c'est vraiment très très chouette. Alors voilà un livre court, sobre et en même temps très riche, qui est une plongée dans le secret du palais de justice, de ce qui se passe dans les gens qui y travaillent ou bien qui le hantent. C'est inédit, c'est nouveau, en fait, c'est inattendu, je dirais. Oui, c'est la toile de fond. La toile de fond, c'est presque un personnage, le vieux palais de justice ici à Bruxelles. Oui, puis en plus, vous évoquez des quartiers que nous connaissons, nous, à Bruxelles. Oui, déjà dans le premier roman, c'est presque parlais aussi beaucoup du Sablon, parfois ces coins-là. On est intrusif, on a l'impression qu'on est intrusif dans la vie des autres, dans la vie des gens qu'on croise, qu'on pourrait croiser.
paru aux éditions La Trace, Le monde rêvé d'Alva Teimosa. Merci Thierry Wertz d'être venu nous en parler. Merci à vous. La Librairie des Ondes, un magazine proposé par Marie-Ève Stéven.